Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau télé. Nous sommes accueillis chez le groupe Le Matin. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi pour cette première émission du salon Solutions Covid Expo 3 invités exceptionnels. Alors, Solutions Covid Expo, c'est le salon professionnel qui aide les dirigeants à constituer leur boîte à outils de la reprise. Donc, 3 invités exceptionnels pour traiter un sujet particulièrement important. Nous allons parler de ressources humaines et plus particulièrement des nouvelles pratiques RH, de New Normal. Pour traiter ce sujet, donc 3 experts avec moi. Je vais les présenter au fur et à mesure. Alors, pour des raisons de distanciation sociale, je vais à chaque fois avoir 2 invités et le 3e va venir par la suite en remplacement du premier intervenant. Alors, le premier invité que nous allons accueillir, c'est Imed Mohib. Alors, Imed Mohib est le CEO de FitCorp, directeur associé chez Officium. Imed, vous êtes un expert de la performance humaine. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci. Notre deuxième invité, et que je vais présenter déjà, c'est Madame Sofia Benani. Sofia Benani, bienvenue. Vous êtes CEO d'InSource Conseil et vous êtes experte en développement stratégique et en knowledge management. Je suis absolument ravi de vous accueillir. Merci d'être avec nous. Merci Hicham, plaisir partagé. Bien, donc notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'évolution des pratiques RH. Nous vivons un contexte particulier. Alors, le Covid ou la Covid-19, je pense qu'il faut dire la Covid-19, a imposé des conditions assez particulières. Il y a eu presque 3 mois de confinement. Et puis, sans y être forcément préparés, les entreprises ont été un peu chamboulées dans leur activité, dans leur façon de fonctionner. Nous avons vu un certain nombre de pratiques évoluer. Le plus rapide, le plus simple qui nous vient à l'esprit, c'est le télétravail. La majorité des entreprises marocaines ont découvert le télétravail au niveau de cette crise, mais pas uniquement. On a vu l'avancement de la digitalisation, il y a eu une vraie accélération de l'utilisation du digital, et puis les modes de management vont forcément évoluer. Donc on va essayer de décortiquer ensemble un peu le sujet et d'avancer au fur et à mesure sur les différents points qui vont intéresser nos dirigeants. Siamet, je vais commencer par vous. Alors, vous êtes un spécialiste de la performance humaine, un expert de la performance humaine. Vous êtes un grand sportif aussi. Une question qui me vient à l'esprit, la première, comment est-ce qu'on définit la performance humaine? C'est quoi la performance humaine? Alors, la performance humaine, on va la définir comme un dispositif ou l'ensemble des dispositifs qui vont nous permettre de maîtriser, de contrôler et aussi d'utiliser en relation avec la performance humaine, c'est-à-dire les conditions qu'on va soit mettre à disposition, ou ça peut être d'ordre purement humain, ou ça peut être collectif, les dynamiques de groupe, etc., mais qui ont toutes la même finalité, qui est celle d'obtenir le maximum de l'individu et, in fine, d'une organisation. Et donc, c'est le principal même, le fondamental même de la performance collective. Ça va être construit d'abord sur la performance individuelle. Personne par personne, on va arriver à mettre en place une batterie d'outils et de conditions. C'est ce qu'on appelle les leviers de la performance. Et ils vont être comme dans le monde du sport. On sait que dans un certain sport, on va se baser sur un certain nombre de leviers qui vont être différents d'une organisation à une autre, d'un sport à un autre, par exemple. Alors, est-ce qu'il y a un parallèle direct qu'on peut faire entre la performance sportive et la performance d'un manager, par exemple? Alors, les parallèles entre le monde du sport et le monde de l'entreprise, j'en ai fait ma spécialité, parce que justement, l'entreprise a toujours puisé dans le monde du sport, parce que le monde du sport a toujours eu cette obligation de performer. Justement, parce que dans le sport, le propre même du sport, c'est de performer, c'est de ramener une médaille, c'est d'être le premier. N'en plaise à M. Coubertin qui disait que l'important c'est de participer. Mais en réalité, dans le monde réel aujourd'hui, le sport tel qu'il est devenu, c'est devenu l'obligation de performer, d'obtenir des résultats, comme c'est le cas en entreprise. Dans l'entreprise, on a une obligation de performer. Et donc, les parallèles, qu'on soit un manager ou une organisation, on a toujours cette on va dire, entre guillemets, cette pression de délivrer. Et donc, le parallèle entre le monde du sport et de l'entreprise, au niveau performance, a cette particularité.
Alors, jusque-là, les managers suivaient un petit peu la performance de leurs collaborateurs d'une manière particulièrement directe. On est dans un bureau, on se voit, on se réunit, on échange, on rencontre notre collaborateur le matin, on tâte un peu le terrain, on voit est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il ne l'est pas. Alors, avec les 3 ou 4 mois de confinement qu'on a vécu, les choses ont complètement changé. Quels sont les premiers impacts, ou déjà comment ce contexte-là a changé la relation entre l'employeur et l'employé, ou tout simplement entre les collaborateurs au niveau d'une entreprise et d'une structure, d'une manière générale? Juste avant d'y arriver, je vais juste revenir un tout petit peu, dézoomer un tout petit peu, parce qu'en fait, il y a le contexte qui est très particulier a permis de mettre en avant un certain nombre de vécus, un certain nombre d'émotions qui ont accompagné cette crise sanitaire. C'est d'abord, au niveau humain, c'est d'abord une certaine peur, qu'on se le dise. Il y avait une peur, une sorte de psychose du Covid, qui est aussi une résultante de l'incertitude qui a accompagné. Aujourd'hui même, cette incertitude continue. On est déconfiné, mais il y a toujours cette incertitude. Et quand on combine la peur et l'incertitude, ben, on a des individus qui sont quelque part un peu, j'ai envie de dire, paumés. Donc, ils ne savent pas de quoi les lendemains seront faits, et ça a un impact sur leur performance directe. Maintenant, si on veut zoomer sur le monde de l'entreprise, on va trouver qu'il y a eu un certain nombre de manifestations qui, pour moi, alors peut-être ce que je vais vous dire va peut-être vous parler ou pas, mais pour moi, ces manifestations ou ces phénomènes-là ont toujours existé dans le monde de l'entreprise. Sauf qu'en période de crise, pour moi, c'est un amplificateur. La crise amplifie certaines choses qui étaient là, sous-jacentes ou parfois latentes. Elles sont là. Mais on ne les prenait pas au sérieux, pour certains, ou on ne les voyait pas. On disait, oui, mais ça ne concerne pas, on n'est pas réellement concerné. Alors, je vais prendre, juste comme illustration, je vais prendre 3 éléments. La santé mentale. La santé mentale en entreprise, c'était un sujet dont on ne parlait pas du tout. Aujourd'hui, au niveau global, au niveau mondial, la santé mentale est devenue quelque chose de fondamental parce que ça a été exacerbé ou ça a été amplifié par la crise du Covid. On va parler ensuite de la productivité. Productivité en relation avec le télétravail, etc. Les problèmes de productivité ont toujours existé dans le monde de l'entreprise. Ce n'est pas aujourd'hui à cause du Covid où on dit « Ah oui, il y a des problèmes de productivité » parce que c'est juste que le syndrome du présentéisme donnait un peu une sensation que les gens étaient productifs parce qu'ils étaient là à 8h du matin et qu'ils partaient à 18h ou à 19h ou à 20h. On avait cette impression de productivité qui est artificielle. On disait ils allaient au travail, ils n'allaient pas travailler. C'est ça. C'est ça, parce qu'en réalité, c'est les mêmes la personne qui va rentrer au bureau et qui va passer la première heure à surfer sur Internet ou à regarder les dernières vidéos de chatons ou sur les réseaux sociaux, etc. Et aussi n'est pas productive. Sauf que avec le télétravail, ça a été accéléré. Ça a été accéléré parce que la personne avait ses enfants à la maison, avait des choses à gérer en plus du travail. Et du coup, il y avait les problèmes de productivité ont été... j'ai pas de chiffres, donc on n'a pas encore le retour d'expérience, donc on peut pas savoir à quel point est-ce que ça a été impacté, mais le problème existait, a été amplifié par le télétravail. 3e et dernier point, toujours sur l'impact du Covid sur l'entreprise, le télétravail dont vous avez parlé, c'est Hicham. Le télétravail, aujourd'hui, a été forcé. Personnellement, j'ai eu une expérience de télétravail en tant que salarié en 2006. C'était ma première expérience de télétravail avec une entreprise américaine dont je tairai le nom. Et c'était normal pour eux. Alors, personnellement, ce que ça m'avait fait comme impact, c'est que j'ai senti de la responsabilité. J'ai senti qu'on me faisait confiance. Et aujourd'hui, c'est cette relation de confiance qui est instaurée entre l'employeur et l'employé et le salarié, parce que aujourd'hui, c'est forcé parce qu'il n'y avait pas d'autre option, on n'avait pas d'autre choix. Mais demain, peut-être que ça va être quelque chose pour laquelle on va opter, parce que ça représente des avantages et pour l'employé et pour l'employeur. Aujourd'hui, il y en a qui ont justement adopté Donc cette relation de confiance est à mettre en avant, parce que on n'est pas on est dans la performance. Pourquoi? Parce qu'on va responsabiliser. C'est ce qu'on appelle du empowerment.
On est en train de empower, on est en train de donner du pouvoir, de lâcher du lest. Et il y a un lâcher-prise chez les décideurs parce que je n'ai pas besoin d'avoir, moi, mon salarié à côté de moi pour faire du micromanagement et savoir s'il avance ou pas. On doit avancer dans les mentalités notamment. Vers une culture du résultat, finalement. Vers une culture du résultat et pas de présentéisme. Et beaucoup de gens ont estimé qu'ils étaient beaucoup plus productifs en étant en mode télétravail. Se dépasser pour relever de nouveaux défis. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. Alors, avant de passer la parole à Sophia Benani, il y a un point important. Vous avez parlé des enfants qui étaient à la maison. Et c'est vrai que jusque-là, on était presque gêné quand on recevait un appel professionnel d'entendre des cris de bébé ou des enfants faire du bruit. Là, c'est devenu quelque chose de normal, de naturel. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience un peu de cette nécessité d'avoir cet équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, ce qu'on appelle le work-life balance? Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va peut-être impacter les pratiques, parce qu'on parle de pratiques RH, les pratiques dans la durée? Alors en fait, pas que le fait d'avoir des enfants à la maison, etc. C'est le côté humain en fait. C'est le côté humain que cette crise a aussi permis de mettre en avant. Le côté humain, c'est aussi notre vulnérabilité. Vulnérabilité face à des choses très primaires comme la santé, comme se soucier de son... Au tout début de la crise, tout le monde était sur un seul mode, c'est mode quasiment survie. C'est-à-dire, je ne dois pas attraper moi ce nouveau truc. Et donc, c'est notre côté humain. Et notre côté humain, que l'entreprise doit embrasser, j'ai envie de dire, il vient avec son lot. Ce lot-là, c'est j'ai des enfants à la maison, donc c'est normal. Je peux tomber malade, je peux être en contre-performance, je peux avoir des moments... En fait, il est fini le temps du syndrome du Superman, où c'était le supermanager qui pouvait tout faire. C'est-à-dire il était increvable et on était fiers. C'est classique comme ce que je vais dire et peut-être vous semblez très classique, mais aujourd'hui on doit dépasser en fait ce paradigme-là qui dit que le manager doit être increvable, qu'il doit faire des nuits blanches sans arrêter, etc. Aujourd'hui on humanise en fait cette ressource-là parce qu'il s'agit de ressources et donc elle a besoin comme une machine qui a besoin d'avoir des périodes de maintenance, etc. Mais l'humain encore plus. Et donc on doit le cerner dans ses besoins, dans sa globalité. Merci beaucoup, Célimène. Alors, Sophia Benani, vous êtes experte en développement stratégique et en knowledge management. Et la première question qui nous vient à l'esprit, on parle beaucoup de knowledge management. Comment est-ce qu'on définit le knowledge management pour une entreprise? Alors, Hicham, en version courte. Voilà, la question est tellement vaste parce qu'il y a deux définitions qu'on peut donner au KM. On a une définition qui est statique, donc quand on fait des études de gestion des savoirs ou de gestion des connaissances, on positionne le savoir ou l'information comme base d'évaluation. Donc on va travailler sur de la donnée, sur de la data, sur de la valorisation de données qui va se transformer donc au fur et à mesure de la socialisation, donc pour revenir à la pratique et à l'importance du capital humain dans cette dynamique-là, et qui va devenir connaissance. Cette connaissance-là, elle devient par la suite intelligence, voire même sagesse. Donc on parle même de sagesse organisationnelle, et donc dans cette dimension qui est purement statique, on prend la base connaissance ou la base knowledge sous deux niveaux, donc un niveau qui est technologique et l'autre qui est non technologique. Donc si on doit définir de manière plus élargie avec la dimension variable, donc l'usage diffère d'une entreprise à une autre. On a beaucoup plus de sensibilité à utiliser les nouvelles technologies quand on a une expérience SI aguerrie. Quand on n'a pas cette expérience-là, donc la preuve est et le résultat est qu'en période de crise Covid, la solution a été d'aller vers le numérique, vers la digitalisation, vers de nouveaux usages de partage. Et donc le KM, c'est un outil qui permet tout simplement, tout bonnement, de créer une socialisation réfléchie, raisonnée et pertinente. Alors, on va revenir au volet technologique par la suite. Si on devait aller un peu plus sur le non technologique, donc le reste, vers quoi est-ce qu'on va? Quelles sont les grandes lignes un peu de ce knowledge management
hormis la technologie et l'utilisation de la technologie qu'on va traiter dans un instant. D'accord, Hicham. Alors, dans la mise en place de stratégies de KM, qui est une solution apportée non pas uniquement en période de crise, mais en période de croissance ou de développement stratégique. Donc, on ne va pas attendre une crise pour mettre les rétroviseurs et pour voir ce qui se passe derrière. Donc, on est dans des démarches où le passé est intéressant, parce que le retour sur expérience est intéressant, et où la dynamique prospective et la construction de nouveaux schémas organisationnels est importante. Donc, ce schéma-là, il peut être décliné soit en biais digital ou non digital. Et la question que vous me posez, c'est l'usage du non technologique. Alors, on va aller interpeller le sens de l'engagement, la confiance, le leadership. Et donc, ces interpellations-là, elles peuvent émaner soit d'une prise de conscience personnel, soit d'une stimulation qui émane des dirigeants. Donc le KM ou l'usage du KM, il est soit sponsorisé ou piloté par le top management, ou il peut venir tout bonnement de la volonté d'aller de l'avant et de s'améliorer. Très bien. Alors pour réagir à ce qu'on disait donc avec Ahmed Mohib, on a vu une évolution un petit peu des pratiques, une évolution forcée. Oui. Certaines choses vont rester, d'autres pas. Clairement. Et parmi ces évolutions-là, donc on a parlé du télétravail. Oui. Alors aujourd'hui, vous me parlez de confiance et vous me parlez de leadership. Oui. Alors est-ce que l'entreprise marocaine telle qu'on l'a connue jusque-là fait suffisamment confiance pour donner accès à l'information, donner l'accès au savoir aux collaborateurs? Comment est-ce que ce savoir-là est géré? Comment est-ce que ce savoir-là est sécurisé dans la relation qu'il peut y avoir donc, entre le collaborateur et l'entreprise? Parce que s'il doit y avoir une continuité d'activité, tout en ayant des collaborateurs qui sont chez eux à la maison, les points que vous avez cités sont importants. Il faut qu'il y ait du leadership, il faut qu'il y ait une confiance, un échange de confiance. En même temps, il y a la problématique de la préservation des biens de l'entreprise et l'un des biens les plus importants, c'est le savoir en même temps. Donc, comment est-ce qu'on arrive à équilibrer un petit peu entre les deux, c'est-à-dire entre cette possibilité de donner suffisamment aux collaborateurs pour qu'ils puissent aller de l'avant, pour qu'ils puissent avancer, pour qu'ils puissent produire finalement de la valeur pour les entreprises sans mettre en danger en même temps le fonctionnement d'une structure. À quel point cette confiance-là elle est importante et comment on peut équilibrer un petit peu les choses? Alors là, vous touchez vraiment le vif de l'aspect stratégique de l'information et du savoir. Donc quand on manipule une information, quand on a un savoir-faire, donc le knowledge, le know-how, on est bien évidemment tenu à avoir une certaine base. Donc une base qui est soit informatique ou une base morale. Donc on a les valeurs de l'entreprise ou la culture de l'entreprise qui va faciliter ou pas cette interaction. Donc dans cette dimension de confiance, on peut élargir la donne parce qu'il y a perméabilité entre les clients internes qui sont nos collaborateurs et les clients externes. Et donc dans cette perméabilité-là, il faut trouver le bon outil et la bonne dose de confiance, parce que la confiance est bonne, mais on a justement besoin de systèmes ou de confiance numérique qui va accompagner la démarche. Donc dans cette démarche-là, en plus de l'aspect technologique, je reviens à l'engagement personnel de tout collaborateur, et ce collaborateur-là, il peut, dans ce genre de projets qui sont hautement stratégiques, être impliqué dans des projets, donc on est dans des raisonnements ou des logiques matricielles en mode projet, où on s'approprie la chose en mode intrapreneurial. Je peux être collaborateur et venir chez mon supérieur et proposer une manière avec laquelle je vais créer des workflows. Je peux proposer une manière avec laquelle je vais constituer un réseau social interne. Et donc, si l'itération se fait dans la confiance, justement, et la validation, il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait dispersion et la confiance ne peut être qu'augmentée et valorisée. Merci beaucoup, Sophia. Je vais revenir vers vous dans un instant. Si Ahmed Mohib, alors on a parlé donc de cette performance, on a parlé de l'importance de préserver la santé mentale des collaborateurs, de préserver aussi la productivité pour l'entreprise. Alors, comment est-ce qu'on peut y arriver maintenant avec ce contexte-là? Comment est-ce qu'on arrive
à préserver et la santé mentale et la productivité? Comment est-ce qu'on arrive à contrôler ces éléments-là? Quels sont les paramètres sur lesquels on peut jouer, que ce soit chaque individu ou chaque collaborateur à son niveau, mais aussi quelle est la responsabilité finalement de l'employeur. On peut décider demain, et puis on a vu quelques annonces, on peut décider de se dire très bien, nous on va commencer à faire du télétravail avec tous les avantages que cela peut engendrer, on va commencer à faire du télétravail. Mais ça ne déresponsabilise pas pour autant l'employeur par rapport à ces éléments-là. Donc, quelle est la responsabilité des uns et des autres? Et d'une manière très concrète, très pratique, quelles sont les choses sur lesquelles on peut jouer? Quels sont les facteurs? Moi, dirigeant d'entreprise, à quoi est-ce qu'il faut que je fasse attention et quelles sont les recommandations que vous me faites pour préserver mes collaborateurs et ma productivité en même temps? Alors, il y a quelque chose de très important qui va être sous-jacent de tout cela. Quel que soit le problème, la problématique à laquelle on va s'attaquer, mais aussi quel que soit le programme que l'on va designer, etc. Il y a quelque chose de fondamental qui est encore plus important en ces temps de crise, ça va être la communication. On n'en parle pas assez, mais dans ces périodes-là, on peut faire de la surcommunication. Pourquoi? Parce qu'on revient à ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire qu'on a des salariés, des employés qui sont un peu en mode, ils flippent un peu parce qu'ils n'ont jamais connu ça, et donc ils ont peur, il y a de l'incertitude, etc. Et donc il faut prendre en considération cela, et donc il y a un volet de réassurance. On a besoin de les rassurer. C'est super important. C'est un devoir aussi de l'entreprise de rassurer en fait pas que sur le court terme, mais aussi sur le moyen et long terme. C'est-à-dire, parce que bon, si on veut modéliser en fait les différentes typologies d'entreprises qui vont passer par les différentes crises, je ne parle pas de Covid, économique ou sanitaire, etc. Bon, on peut avoir que 3 cas de figure. C'est des entreprises qui vont disparaître. On ne veut pas se plonger dans ce cas-là. Et il y a les entreprises qui vont survivre, qui vont à peine essayer de joindre les deux bouts et puis arriver à passer ce cap-là, cette tempête-là, et puis arriver ensuite à sortir la tête de l'eau. Et puis, on a celles qui vont sortir gagnantes, qui vont en sortir beaucoup plus renforcées, qui vont développer leur résilience collective, mais aussi individuelle, arriver à être plus fortes qu'avant. Que ce soit sur le plan business ou sur le plan humain, c'est-à-dire au niveau ressources humaines. Alors les choses à mettre en place et les outils, je vais parler de mon cas en fait. Nous on développe on fait du design de programmes de performance holistique parce qu'on a la conviction que la performance ne peut jamais être l'effet d'un seul facteur. C'est multifactoriel, et puis on a défini la performance comme étant un ensemble de capacités physiques, cognitives, c'est-à-dire mentales, qui vont être aussi émotionnelles, parce qu'il y a de ça aussi, et puis spirituelles, c'est-à-dire le sens que l'on donne à notre métier. Et donc ça va être des programmes qui vont prendre en considération tout cela, une prise en charge mentale, de l'accompagnement. Très souvent on fait de l'accompagnement en mode coaching par exemple, mais aussi des programmes qui vont prendre différentes formes. Ça peut être de la sensibilisation, ça peut être de l'accompagnement au cas par cas. Le cas extrême, c'est de l'individualisation. Quand on sait qu'il y a véritablement le besoin d'individualiser, on va attaquer le problème sur un plan purement individuel. Le cas aussi s'est présenté, on en parlait tout à l'heure, dans le monde du sport. C'est même pire que dans le monde de l'entreprise, parce que les entreprises sportives, elles ont cessé toute activité. Même les clubs de foot, etc., ils n'ont plus de rentrée d'argent. Parce qu'il y a plus de... Même en reprenant les championnats, etc., il n'y a pas de spectateurs. C'est une des mannes financières les plus importantes. Sans ça, il n'y a pas de business, il n'y a pas de foot, il n'y a pas de spectacle, etc. Donc il y a on a pris en charge ça aussi sur le plan sportif, d'abord individuel et ensuite collectif. Alors, des idées. On va s'attaquer aux problèmes les plus récurrents. La productivité étant un des problèmes les plus récurrents, ça va être des routines, un accompagnement à mettre en place, les habitudes et les rituels qu'il faut pour changer. Et ça va être quelque chose qui va être pensé pour l'individu. Parce que l'individu, réellement, sait qu'un gain en productivité, ce n'est pas que pour son entreprise, c'est aussi pour lui.
C'est-à-dire qu'il sait qu'un gain de productivité, ça va être rentable et pour l'entreprise, mais aussi pour lui. Parce qu'il y a un syndrome qu'on a vécu aussi en période de confinement, c'est que les gens avaient une sorte de malaise en fin de journée quand ils regardaient l'heure et qu'ils voyaient qu'ils n'avaient pas fait grand-chose. Donc les gens qui n'étaient pas très productifs ont eu ce syndrome-là. Il y a eu ce qu'on appelle le Zoom fatigue. C'est qu'on a carrément inventé un nom parce qu'à passer toute la journée sur des visioconférences sans dire le nom de... Bon, aujourd'hui, c'est devenu tellement usuel que... Donc, on va passer les journées sur des visioconférences. On n'est pas habitué à ça. On va rester dans des postures qui ne sont pas ergonomiques, qui ne sont pas pensées pour ça. Et donc, moi, la plupart des gens que j'ai accompagnés, ils ont investi dans des bureaux, au moins des sièges de bureau pour avoir au moins l'ergonomie minimale pour être en bonne santé. Parce qu'une mauvaise posture, je vous donne juste ce petit exemple, une mauvaise posture, c'est une mauvaise oxygénation. C'est-à-dire si je suis comme ça, j'ai une mauvaise oxygénation. Et qui dit mauvaise oxygénation dit plus de cortisol, qui est l'hormone du stress. C'est automatique. Si je suis recroquevillé sur moi-même, parce que c'est mon siège ou parce que parce que je me suis pas levé de mon siège, parce que je pense que je suis à la maison, donc je peux passer 4 heures devant mon PC, je vais pas le sentir. Parce que dans ma tête, je suis... Donc en fait, ça va être un accompagnement sur la mise en place c'est ce qu'on appelle l'automatisation en fait des rituels, parce que ça doit plus être réfléchi, ça doit devenir quelque chose presque d'habituel, de dîner presque. Et donc par exemple, c'est des solutions que ce soit sur le plan physique, émotionnel, mental, etc. Donc ça va être vraiment en mode accompagnement qui va partir de la sensibilisation qui est la manière la plus vaste à l'individualisation quand on a affaire à des besoins très, très, très précis. Pensez un avenir commun pour élargir nos horizons. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. Très bien, voilà, très bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Ahmed. Est-ce que demain, on peut imaginer un guide des bonnes pratiques que les entreprises peuvent avoir, que ce soit pour des collaborateurs qui sont chez eux, mais aussi des collaborateurs qui sont en télétravail, parce que peut-être que ça va encourager un peu cette responsabilisation à la productivité et à la création de valeur, indépendamment du lieu, indépendamment de ce micro-management qui peut s'installer au niveau des entreprises. Tout à fait. Un guide de bonnes pratiques avec... mais pas que le guide, parce que j'ai pas envie, je me bats personnellement contre le fait de cocher la case. Parce qu'en fait, entre avoir une bonne idée et que ce soit impactant sur le terrain et que ça ait un impact sur les individus, mais aussi sur l'organisation, il y a une grande différence. Il y a un grand écart à faire et ça doit être, à mon sens, ça doit être accompagné. Parce que faire un guide, c'est bien, mais c'est que le début. C'est qu'on touche vraiment que la partie... Mais être vraiment dans cette logique d'accompagnement continu, indépendamment du lieu où se trouve on est dans le business, personnellement, dans le business de la transformation. On veut transformer des individus et des organisations. Et la transformation, c'est pas en faisant des guides qu'on fait de la transformation. C'est-à-dire le guide, c'est un début, c'est un prérequis, très souvent, mais ça va être un support. Le support ne va pas se substituer à l'accompagnement parce qu'on va être en mode vraiment impactant, où on va chercher la transformation individuelle et collective. Merci infiniment, Ahmed Mouhib. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir enrichi nos échanges. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Alors, Sophia Benani, on a parlé de performance globale. On a parlé tout à l'heure de connaissances et les deux se rejoignent forcément. Alors, parmi les moyens de transmission qu'on trouve en entreprise, la transmission du savoir, c'est forcément la formation. Alors, est-ce que la formation fait partie de ce dispositif non technologique du KM aujourd'hui ? Alors forcément, la formation, elle fera partie et elle s'impose comme partie intégrante du dispositif, qu'il soit technologique ou non technologique, parce qu'actuellement, on trouve bien évidemment des formations en e-learning, voire même de manière améliorée en blended learning. Et c'est sur cet axe-là qu'on se positionne, comme a dit Ahmed, dans des personnalisations beaucoup plus adaptées. C'est-à-dire qu'on a notre base de données de connaissances, donc qui peut être
une base, un livre, un formulaire, une grille, support. Mais à côté, on a des accompagnements individuels pour les suivis d'évolution. C'est-à-dire que la transmission ne se fait pas uniquement par absorption du savoir. Si on prend un credo qui m'est cher, c'est qu'on va apprendre sans former. C'est-à-dire que ça va être une dissémination où la formation n'est pas subie, mais elle est acceptée. C'est parce qu'on veut aller vers l'information, la chercher, mais on veut aussi la rendre sociable. Et dans cette sociabilisation-là, il y a un élément qui est très important, qui est l'échange. Donc, avec qui je vais échanger? Est-ce que je vais apprendre avec les meilleurs? Est-ce que je vais apprendre avec ceux qui ont de l'expérience? Est-ce que je vais apprendre juste parce que c'est moi qui suis intéressé par un axe, qu'il soit orienté développement personnel ou programmation technique? Donc, tous ces éléments-là font que le KM, c'est à la fois un dispositif qui utilisera des leviers et la formation, bien sûr, de manière incontestable. Donc vous rejoignez ce que disait Imed Mouhib, il ne suffit pas d'avoir un guide de bonne pratique et il ne suffit pas d'avoir de l'information. Clairement. Il faut vraiment qu'il y ait cet accompagnement ou cette routine d'accompagnement et de suivi entre les collaborateurs. Mais merci Sophia. Alors juste dans cette complémentarité-là entre les éléments d'influence et d'impact, la performance, elle est recherchée. Donc on va aller chercher la performance par la formation, par la productivité, par de la détermination. Et donc c'est en combinant. Donc c'est l'élément fort à prendre en compte, c'est la synergie, c'est la combinaison d'ensemble d'éléments. Donc quand on déploie du KM, c'est protéiforme. Donc on ne va pas venir former, on ne va pas uniquement doter d'outils, mais on va être sur des accompagnements beaucoup plus précis où l'évolution va être suivie. Alors vous avez travaillé sur la création de nouveaux types ou nouveaux formats en fait de formation. Combinant, indépendamment de la crise et du contexte, combinant bien sûr le e-learning, le présentiel, mais vous avez intégré aussi cet élément d'interaction et d'échange. Oui. Est-ce que ça a un impact plus important, c'est-à-dire le fait qu'il y ait cette interaction? Est-ce que l'impact est plus important en fait pour l'apprenant d'une manière globale? Alors, je reviens encore une fois à l'élément d'impact et d'influence. Donc, l'apprenant, il ressort avec des éléments nouveaux parce qu'il a interagi, il a échangé. Donc, si on prend la règle des 70-20-10, dans laquelle on apprend à 70% dans l'échange, c'est dans notre quotidien, c'est dans la recherche de l'action, dans la recherche de l'information qu'on va apprendre. On aura 20% à aller chercher dans des bases de connaissances qui sont disponibles. Vous avez Internet, vous avez les banques de données. Donc, si on prend le mot banque de données, la Banque mondiale a aussi valorisé le knowledge. Donc, on est dans du knowledge banking. Et donc, je vais trouver ces 20% dans tout ce qui est valorisation sociale et sociétale. Et il nous restera les 10 petits pourcents dans lesquels il y aura des ajustements. Et je reviendrai à l'effort qui est fourni dans ce genre d'outils, qu'il soit en blended ou en coaching, mentorat de suivi personnalisé. Alors, ça veut dire que 70% de l'apprentissage se fait grâce à l'interaction. Donc, on peut voir une évolution du e-learning, mais le e-learning ne remplacera pas la transmission et la formation classique telle qu'on l'a connue. L'appréhension de la formation, elle se fait selon deux types de modalités managériales. Soit on est dans des modes projet, donc on gère notre connaissance par évolutionnisme, soit on est dans des modèles basiques d'absorption. Et donc dans les modèles entre guillemets disruptifs, dans lesquels on va être en rupture, en intégration et en prise en considération de la volonté de l'apprenant, on passe à un modèle qu'on a vu émerger il y a quelques années, c'est l'organisation apprenante. Et cette organisation-là, elle a de la data, elle a un savoir, et elle devra faire évoluer ce savoir par de l'innovation. Merci beaucoup Sophia. On va en profiter pour accueillir notre troisième invité. J'ai le plaisir d'accueillir donc Karim Benaoui. Karim, vous êtes fondateur et CEO de CV Parser. Vous êtes un expert en ressources humaines et en technologie de l'information, en nouvelles technologies. On vous connaît un peu sur la scène RH marocaine depuis une vingtaine d'années et on vous connaît surtout pour ce côté innovant en matière de ressources humaines. Alors, comment est-ce que vous percevez un petit peu
cette évolution que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec le contexte, bien sûr, de la pandémie, les évolutions qui se tiennent, mais aussi qu'est-ce qui va rester de votre point de vue, de ce qu'on est en train de vivre? Très bien. Alors, merci déjà Hicham pour l'invitation. Je vous en prie. Il est évident aujourd'hui que les pratiques RH vont évoluer, mais il me semble, ou bien d'après mon avis, que ça va se faire en deux temps. D'accord? À court terme, un plan tactique, ce que j'appelle les tacticiens, qui vont gérer la relance. Je vais revenir en fait par la suite. Et en deuxième temps, en fait, pour les stratèges, un plan stratégique. Je m'explique. En fait, le plan des tacticiens, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, il faut un petit peu assurer la relance, la reprise. Et le défi aujourd'hui, il est chez la direction des ressources humaines. Dépistage en fait massif, dialogue social, agilité, problème de la finance, des salariés moins résilients, gestion de conflits. Tous ces données vont être, je dirais, traitées par la direction des ressources humaines en surfant bien, en prenant l'agilité comme cheval de bataille. Ça, c'est un plan en fait aujourd'hui à court terme pour les tacticiens. Je reviens pour le plan des stratèges à moyen et long terme. J'ose même pas en fait justement parler de long terme parce qu'il faut faire vite, d'accord? Alors, ma crainte pour ce plan, je dirais à moyen long terme, c'est que la mémoire humaine est très courte. On a tendance en fait à oublier. En 2008, j'ai monté moi-même en fait justement un plan de continuité d'activité à cause en fait de c'est pas la pandémie, mais l'épidémie en fait H1N1. Un an après, en fait, on a tout oublié. J'ai peur, ma crainte que les entreprises marocaines, d'accord, perdent cette prise de conscience, cette dynamique, d'accord, d'innover, de s'adapter, de prendre plusieurs paramètres et dire what's next. D'accord? Alors, le plan stratégique pour ceux qui sont avertis, c'est pour moi, et je ne cesserai jamais de le dire, c'est il faut allouer un budget, d'accord, pour la recherche et développement, ce qu'on appelle en fait le R&D, à l'instar en fait justement des laboratoires pharmaceutiques, d'accord? Comme on peut allouer un budget pour la communication, pour le market, d'accord, il faut aussi, d'accord, allouer un budget pour la recherche et développement, et quelle que soit la taille de l'entreprise. Ça veut dire que ce n'est pas exclusif aux grandes entreprises, aux multinationales, parce que le mot fait des fois peur. On dit R&D. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde finalement? Hicham, si vous permettez, en fait, je vous donne en fait un exemple très simple aujourd'hui. Le R&D, oui, on a tendance en fait à comprendre que en fait il nous faut en fait beaucoup de moyens pour créer en fait un département proprement dit. D'accord. La plupart en fait justement des entreprises, des startups américains, ils s'en sortent très très bien. D'accord. Et pourtant ils font de R&D. D'accord. Je ne vais pas prendre en fait l'exemple en fait de CV par ça en fait. On a eu. On peut. Bien sûr, on peut. En 2016 exactement, j'ai pris conscience en fait aujourd'hui qu'il y aura une mutation. D'accord. J'ai pris deux donnes. La donne sociétale, d'accord, l'arrivée des digital natives, d'accord, ce qu'on appelle les millenniums, qui bouleverse en fait le mode de consommation, d'accord, au sein de la société, dans le monde même, d'accord. Et la deuxième donne, on parlait même pas en fait justement d'une donne sanitaire. Je ne savais pas qu'il y aura en fait justement le Covid, mais on a pris en fait deux donnes. La première sociétale et la deuxième en fait justement organisationnelle. Comme ça a été expliqué par vos soins, il y a une mutation organisationnelle qui est le télétravail, d'accord, qui date des années 50 parce que c'est pas, je dirais, tout récent. Aussi une certaine forme de nomadisme en fait justement des salaires pour développer en fait justement leur agilité, d'accord, pour qu'ils soient plus réactifs. Il y a aussi en fait la digitalisation. On en parle en fait, ça fait 5 ans, 6 ans, comme effet de mode. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, aujourd'hui on est dans l'obligation d'adopter la digitalisation comme, je dirais, support, d'accord, et c'est plus en fait un luxe, c'est une nécessité, d'accord. Ce recherche et développement, pas forcément qu'il a un budget, il faut encourager. Il y a une autre façon également d'encourager en fait le R&D, c'est le management de l'innovation. Aujourd'hui, on est un petit peu à la traîne. Ça existe en fait justement dans les pays nordiques, ça existe en fait justement aux États-Unis. C'est qu'on encourage, d'accord, le salarié au sein de l'entreprise, d'accord, à développer, ou bien on essaiera de développer en fait justement sa capacité à innover.
Généralement, en fait, justement, on est innovant en fait les 2 premières années. Juste après, en fait, la routine s'installe. C'est un petit peu Charlie Chaplin au temps moderne. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Ce qui fait encourager, garder cette dynamique des jeunes pour qu'ils créent, d'accord. Et bien sûr, il y aura en fait justement une contrepartie pour sa création. Le management d'innovation, ça peut être en fait également une solution. Ça fait partie en fait justement des pratiques, des nouvelles pratiques stratégiques à court, long terme. Les entreprises peuvent encourager ce type. Il y a également en fait des... Mais est-ce que c'est dans la culture aujourd'hui, est-ce que c'est dans la culture de l'entreprise marocaine de donner la main en quelque sorte aux collaborateurs et de ne pas centraliser en fait tout ce qui est stratégique, parce que l'innovation est généralement stratégique pour l'entreprise. Donc est-ce qu'on peut imaginer demain dans la PME qu'on puisse donner à tel ou à tel collaborateur ou à tous les collaborateurs cette possibilité d'innover et puis de profiter de cette innovation, parce que sinon on peut comprendre qu'il y ait un manque de motivation en quelque sorte pour le collaborateur dans une entreprise où il y a 100, 500 ou 1000 personnes. Dire pourquoi est-ce que moi je vais donner cette idée-là alors que je pourrais peut-être un jour la développer moi-même. Est-ce qu'on peut jouer sur cet aspect culturel-là et puis changer un petit peu le mindset de façon à ce que ça puisse être ouvert à tout le monde? Exactement. Alors vous l'avez bien cité, en fait, justement, ces questions de mindset. Le toolset, en fait, c'est la digitalisation. On reviendra en fait tout à l'heure. Ces entreprises, ils doivent instaurer cette culture, d'accord. Ça peut être en fait justement un cheval de bataille au niveau de branding, de l'image de marque de l'employeur pour dire, écoutez, on est à l'écoute, d'accord, de vos inventions, de votre esprit innovant, etc. C'est une culture, c'est vrai, c'est pas évident de l'instaurer tout de suite là, mais on est obligé aujourd'hui que les entreprises marocaines, à l'instar en fait justement des entreprises européennes, américaines, asiatiques, d'adopter cette culture-là. Vous avez vu en fait justement aujourd'hui que tout le monde, toutes les entreprises du monde, ils ont adopté en fait justement les mêmes modes opératoires. Télétravail, conférences, les solutions Teams, Zoom, je ne vais pas faire ils sont utilisés par toutes les entreprises, qui soient en fait européennes ou bien marocaines. Aujourd'hui, il est temps aujourd'hui de réfléchir, de s'adapter, d'accord, et de faire l'innovation made in Morocco. Voilà. Encourager la solidarité pour connecter toutes les énergies. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. C'est possible de faire de l'innovation made in Morocco. Bien sûr, il me semble. Oui. Alors, moi j'aimerais bien prendre le cas de CV Parser, je me permets. Enfin, le cas n'est pas publicitaire, mais le modèle est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner aussi des exemples aux entreprises d'une manière claire et nette. Alors, vous avez fait une innovation, vous avez intégré de l'intelligence artificielle à des technologies existantes par ailleurs. Exactement. Pour pouvoir offrir une solution innovante aux entreprises d'une manière globale. Est-ce que pour lancer votre processus d'innovation, vous avez eu recours à des structures d'accompagnement, des fonds d'investissement? Comment est-ce que vous avez géré cela? De quelle manière ça s'est passé? Alors, je réponds à cette question tout d'abord par la citation de Pascal, le propre de l'homme est de penser. Et aujourd'hui, j'étais dans les ressources humaines et j'avais une problématique. D'accord, une problématique, c'est qu'on recevait en fait énormément de CV et face à la massification justement de ces CV-là, on ne savait pas auquel CV on doit avouer. Et l'idée, la réflexion, c'était en fait en 2015 exactement, mais le PARSIN ou bien l'OCR, ça existe en fait il y a 20 ans, et je commence un petit peu à réfléchir comment, d'accord, c'est des recherches et développement, même si on fait justement à petite échelle, c'est la raison pour laquelle tout à l'heure j'ai parlé en fait, quelle que soit la taille. Aujourd'hui, les entreprises qui innovent, c'est les startups. On ne peut pas le nier, d'accord. Et j'avais en fait justement cette idée-là, prendre projet, mais je sais en fait justement, il y a beaucoup en fait de paramètres, l'intelligence artificielle, de l'analyse sémantique, de data mining, de deep learning, de machine learning, parce que j'étais initié en fait justement dans le domaine de système d'information. Je gérais en fait, j'étais responsable ressources humaines, plus jeune RH en fait à l'époque, d'une SS2I qui gère en fait 250 salariés, et j'étais initié en fait justement au domaine IT, ce qui fait, ça m'a servi de dire yes we can, d'accord, c'est pas impossible.
possible. Et je commençais en fait justement à creuser. Alors justement pour répondre à la question, est-ce que je vais faire en fait levée de fonds? C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai lancé le projet avec les moyens de bord, d'accord. On a fait un petit peu ce qu'on appelle en fait les growth hacking, d'accord. On a un petit peu injecté en fait quelques éléments, mais c'est de mon temps, d'accord. Mes équipes en fait qui sont sur le projet et mon temps sur le projet. Franchement, Hicham, la technologie, ça coûte pas cher, d'accord. Ce qui coûte cher en fait aujourd'hui, c'est le métier. La réflexion, la matière grise. La technologie, il ne faut pas se leurrer, il faut qu'il soit au service de l'humain. Aujourd'hui, quand on arrive en fait aujourd'hui à associer, à conjuguer, à marier la technologie au métier, d'accord, ça va être quelque chose d'intéressant parce qu'aujourd'hui tout le monde parle de la digitalisation, mais pour quelle finalité? Qu'est-ce qu'on peut digitaliser, d'accord, et pour répondre à quels besoins? Aujourd'hui, pour CV par ça, en fait, aujourd'hui, on répond à travers l'intelligence artificielle à un besoin physiologique, d'après la pyramide de Maslow, en matière de traitement des CV. Et c'est une tâche, en fait, chronophage qui consomme, en fait, 70%. Mieux encore, on a découvert, en fait, aujourd'hui, qu'on est sur un autre volet, en fait, aujourd'hui, qui est tendance aux États-Unis, qui est le HR Matrix. D'accord? C'est à travers, en fait, le data qu'on peut analyser, en fait, les données, parce que le CV, c'est de la bonne data aussi. En fait, on tourne toujours au sujet de la data et on revient toujours aux données d'une manière globale. Alors, je reviens vers Sophia Abnani. On parlait tout à l'heure des outils non technologiques en termes de knowledge management, mais vous me parlez aussi d'outils technologiques. Alors, en termes de proportion, quel est l'impact un peu de l'outil technologique pour le knowledge management? Alors l'impact dépendra de l'entreprise et de son expérience en termes d'usage de systèmes d'information. On ne va pas prendre une entreprise qui n'a jamais utilisé les systèmes d'information, qui est en phase qui est en mutation, en transformation digitale, et aller chercher de la performance ou être dans la recherche d'indicateurs précis. Donc quand on est dans des phases d'intégration, il y a forcément une période d'adaptation. Et donc cette adaptation-là, elle dépendra justement du niveau de maturité, parce que pour mettre en place un système KM, on audite et on évalue la capacité de l'entreprise à se lancer dans ce genre de projet. Donc qu'elle soit petite ou grande, il y a des entreprises qui sont de grande taille, qu'on a auditées d'un point de vue organisationnel, mais qui devaient passer par des phases d'adaptation pour pouvoir intégrer le mindset, comme on a dit tout à l'heure, un mindset orienté résultat, mais pas résultat financier, pas performance financière, mais c'est un résultat qui est orienté innovation. Et je reviendrai à ce que vous avez dit. Donc vous parliez de recherche et développement. On a eu l'occasion de mettre en place des cellules de veille et des cellules de recherche et développement dans des entreprises de différentes tailles, et dans lesquelles justement le plus grand des enjeux a été de ne pas de ne pas sombrer sur l'aspect valorisable et financier. C'est-à-dire, si on commence à se dire combien ça va me coûter en temps et en argent. Donc, on a ces deux fameuses courbes, donc la courbe temps, donc le temps pour aller chercher de l'argent et le temps que je vais passer à déployer une solution. Et donc, pour trouver cet équilibre-là, il faut forcément passer par soit le recours à des gestionnaires de l'information, donc c'est les nouvelles tendances actuelles. Peu d'entreprises au Maroc mettent en place ce genre de dispositif ou de cellules, c'est-à-dire qu'on peut confier à une personne, à un Chief Knowledge Officer, la capacité de gérer l'information de son âge data, parce que quand on est en âge data, on passera à l'émulation pour passer la main à un data scientist, et de cet évolutionnisme-là, on pourrait aller à des prises de décision purement stratégiques, des micro-décisions peut-être à chaque niveau individuel. On aura un intervenant qui va me donner une information pertinente, me permettre de prendre une décision pertinente en temps réel. Et donc si on revient à la fameuse la phrase « mettre la bonne personne au bon moment et à la bonne place », donc là aussi l'usage de la technologie
il faut le doser. Est-ce que je vais passer par la grande artillerie, faire passer par un schéma digital directeur pour choisir pour chaque métier le support métier qu'il faut et la technologie qu'il faut, ou bien prendre un ERP dans lequel je vais plugger et aller chercher de la data de manière pertinente avec un interfaçage qui se fera par le biais d'ingénieurs et de techniciens. Donc mixer un peu la confiance qu'on place dans l'homme et dans la machine ou dans la technologie de manière globale. Alors, en parlant de confiance, Karim Benaoui, vous avez évoqué tout à l'heure en échangeant le management de la confiance au niveau des structures. Alors, concrètement, comment est-ce que ça se pratique? Comment est-ce que ça se met en place? Comment est-ce qu'on arrive à gérer un petit peu cette confiance qu'on peut avoir entre l'entreprise et le collaborateur? Très bien. Alors, le management de confiance, il date pas en fait justement, ou bien il n'est pas en fait la résultante en fait du Covid. Hein, il date il y a 5 ans, 6 ans. C'est-à-dire aujourd'hui comment responsabiliser, d'accord, et impliquer nos salariés dans la performance, dans l'atteinte des objectifs. C'est-à-dire, on a tendance, et ça a été expliqué en fait tout à l'heure par mon collègue, c'est que aujourd'hui, on gérait plus de présentéisme, d'accord, que d'absentéisme, d'accord. Aujourd'hui, avec le Covid, il y a une prise de confiance parce que la plupart en fait justement des salariés, ils sont pas dans les lieux de travail pour des raisons sécuritaires. Et ce qui fait, on s'est trouvé en fait justement avec un salarié en mode télétravail. Alors, la question qu'on se pose toujours, qu'est-ce qu'il fait, comment il travaille, est-ce qu'il va atteindre son objectif, d'accord. Il y a en fait un manque de confiance, c'est humain, on est bien d'accord. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut pas se leurrer, c'est l'être humain, il donne pas confiance facilement, d'accord, jusqu'à preuve du contraire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce concept-là, qui existait auparavant, va revoir en fait justement ces années, ces 30 glorieuses, pour en fait justement accompagner cette mutation et dans le cadre d'une réflexion stratégique. Comment on peut aujourd'hui accompagner nos salariés, d'accord, pour qu'ils aient confiance en eux, d'accord, et je peux revenir en fait même sur le management en fait justement d'innovation, c'est que je vous fais confiance, d'accord, vous pouvez en fait justement innover, d'accord, et une fois vous avez trouvé, parce que vous avez parlé tout à l'heure en fait, qu'est-ce qui va me pousser en fait justement à parler de mon innovation, ou bien en fait justement de mon brevet, je peux le faire moi-même, c'est que instaurer cette culture de confiance, d'accord, au sein de l'entreprise, et qui va donner en fait justement le management d'innovation, je dirais en fait la performance, je dirais, d'accord, ça, je dirais que ça, la plupart en fait justement des entreprises, ils vont mettre l'accent sur le management de confiance, c'est-à-dire même si le salarié n'est pas, je dirais, dans le lieu de travail, d'accord, on lui fait confiance et on va commencer en fait justement à être organisé par mission, c'est même pas par objectif, d'accord. Le télétravail, je reviens. En période de confinement, c'est pas le télétravail après le confinement. Le télétravail en fait en confinement, c'était une disponibilité, c'est-à-dire les gens ne pouvaient pas faire autrement. Après, les entreprises, ils auront en fait justement la possibilité de garder leurs salariés en présentiel ou bien qu'ils travaillent, et d'où en fait justement le management de confiance. Voilà. En fait, cette confiance-là se joue à plusieurs niveaux, et c'est peut-être la seule manière de faire en sorte d'avoir le super collaborateur qui va être performant en tant que collaborateur, mais qui peut demain être performant peut-être en tant que agent d'innovation, entrepreneur. On peut même imaginer demain faciliter l'accès à l'entrepreneuriat via l'essaimage, ou à l'association. Vous le disiez tout à l'heure, ce qui vous a permis par exemple à vous d'innover, c'est votre maîtrise d'une part de votre métier, des ressources humaines, et la passion que vous avez pour les technologies de l'information et la maîtrise un peu de la technologie de l'information. Donc on peut imaginer qu'avec cette confiance-là, les gens pourront peut-être plus utiliser leur savoir-faire au niveau de leur métier respectif pour donner ce qu'ils ont à donner, et puis faire les mises en relation nécessaires avec peut-être d'autres opérateurs, que ce soit dans la technologie ou dans d'autres spécialisés, pour aller vers la création de valeur. Bien évidemment, en fait, aujourd'hui, si on va servir, en fait, on va utiliser la technologie pour la technologie,
ça donne rien. C'est-à-dire, franchement, on a fait des exercices, c'est pour faire joli, pour faire sexy. Mais si on va utiliser la technologie au profit ou là pour servir en fait un métier, l'humain, là, ça donne des merveilles. Et là, je rejoins en fait justement votre idée tout à l'heure. C'est un mix, c'est un dosage en fait justement entre les process qu'on peut en fait justement industrialiser en système d'information et qu'est-ce qu'on peut garder. Je reviens même en fait tout à l'heure en fait que l'individualisation, je suis pas sur le cocher. Tout à l'heure en fait, il a parlé en fait justement du concept. On est dans l'individualisation. La technologie, par exemple, pour CV Parseur, il permet aujourd'hui, d'accord, de dégager du temps pour l'humain. D'accord, parce qu'en fait, justement, la plupart des chargés de recrutement, des DRH, qui sont en train de faire des reportings, ils n'ont pas le temps, et nous aussi, on a vécu ça, on n'a pas le temps de parler à nos collaborateurs ou bien le DRH avec toute la bonne volonté. Aujourd'hui, ça permet de dégager du temps pour se concentrer sur des valeurs, bien des tâches de forte valeur ajoutée, ce qu'on appelle en fait de value added. Merci beaucoup, Si Karim. Alors, un mot de clôture, on arrive à la fin de notre émission. Vous disiez que l'être humain avait la mémoire courte. À votre avis, qu'est-ce qu'on va garder de cette expérience-là, de ces 3-4 derniers mois? Qu'est-ce que l'entreprise marocaine va garder en termes de pratique? Ou peut-être qu'est-ce que l'entreprise devrait garder pour essayer de profiter un petit peu de ces 3-4 derniers mois que nous venons de passer? Je dirais que la conduite de changement peut se faire en 48 heures, contrairement à ce qu'on pensait, que c'est un processus de cristallisation, décristallisation. Donc, oser changer. Oser changer. Aujourd'hui, on est condamné à s'adapter et réfléchir. Et je reviens sur le R&D. Donc, osant changer. Sophia Benani, votre mot de clôture par rapport à nos échanges et par rapport à cette période que nous venons de passer, que viennent de passer les entreprises, à votre avis, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qu'on va garder de cette expérience-là? Qu'est-ce qu'on devrait garder? Qu'est-ce qu'on devrait garder? Alors, c'est qu'on est à l'ère de la solidarité, donc il faut raisonner de manière durable et pérenne pour sauver et l'entreprise et l'humanité. Donc, on est dans une recherche d'équilibre à la fois économique et social. Et donc, créons des écosystèmes innovants, créant de la valeur et créant de la richesse à la fois intellectuelle et humaine. Merci beaucoup, Sophia Benani. Merci beaucoup, Si Karim. Mesdames et messieurs, nous avons été ravis de vous accueillir pour cette émission. Rendez-vous à la prochaine émission avec d'autres sujets, d'autres thématiques. Et entre-temps, profitez-en, visitez notre zone d'exposition. Excellente journée à tous.